D'un 4-4-2 en losange, on passe à un 4-2-3-1 qui ne perturbe pas les joueurs de Jean-Marc Furlan qui réussissent par 2 fois à déchirer le rideau défensif adverse. Beauvu, tout d'abord à la 7e minute, puis Bettiol quelques minutes plus tard, mais tous les deux manquent leur face-à-face. La malchance frappera à nouveau Beauvu à la 20e minute avec une mauvaise blessure qui verra l'attaquant troyen écarté des terrains pendant 3 mois. La Guigne poursuit les stacks avec une glissade de Jarja à la demi-heure de jeu permettant à Doré de dribbler Blondel et d'ouvrir la marque. Et même si les stacks ne baissent pas les bras, défensivement elle n'y est pas et dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, Kéchirou sanctionne les Aubois par un nouveau but. On a 2 occasions nettes de tête à tête que l'on ne met pas. Et c'est tout, voilà, en professionnel c'est délicat, il faut les mettre. C'est vrai que notre principal problème, il n'est pas défensif, je pense, parce que ce soir, c'est vraiment, depuis 12 matchs, c'est la première fois qu'on fait des cadeaux comme ça. Mais il est essentiellement de concrétiser les occasions que nous avons. Kéchirou qui récidivera en tout début de deuxième mi-temps avec là encore un coup de pouce de la défense troyenne totalement dépassée sur ce coup-là. Malgré ses 3 buts de retard, l'Estac a au moins le courage de ne pas lâcher le match et aurait dû obtenir réparation sur cette faute flagrante en plein milieu de la surface de réparation. En fin de match, l'addition aurait toutefois pu être plus lourde, mais à 3-0, c'est déjà assez et l'Estac s'incline pour la 2e fois de la saison à l'extérieur, la première fois depuis le mois d'août. On gagne 3-0 contre une équipe qui était la meilleure à l'extérieur, qui avait concédé seulement 2 buts depuis le début de saison. Donc c'est vraiment une grosse performance qu'on a fait ce soir. Forcément, on a été efficace à des moments clés. On a craint, après cette occasion de Claudio au bout de 10 minutes, que les vieux démons ressurgissaient. Et puis d'ailleurs, les Troyens en ont profité pour nous mettre en danger aussi. C'était un match, je l'avais dit avant, qui serait très ouvert avec 2 équipes joueuses. J'insiste, on a vraiment battu une équipe qui n'a pas 21 points par hasard. L'Estac recule au classement suite à ce cuisant revers, mais reste quand même à distance raisonnable du leader, Sedan. 2 points seulement séparent les 2 équipes champardonnaises. Pour ce 6e tour de Coupe de France, la Rivière de Corps accueillait les PTT de Châlons au stade de l'Aube, car l'enceinte de l'Estac était la seule habilitée à recevoir une rencontre de ce type. La SRC est plutôt bien rentrée dans ce match avec JJ notamment, qui à la 6e minute croise trop sa balle. JJ ne manquera pas une 2e fois l'occasion d'ouvrir la marque. À la 24e minute, il lobe le portier sorti à sa rencontre. Dans cette première mi-temps, les Ribocortins continuent de menacer le but marnais, mais sans pour autant ajouter un 2e but. Ce sont au contraire les Chalonnais qui sont proches de revenir au score en début de seconde période, mais Lorenzetti s'interpose à 2 reprises. C'est alors que débute l'invraisemblable kyrielle d'occasion pour Luque Badio. Le joueur de la Rivière de Corps frappe d'abord le poteau peu après l'heure de jeu avant de voir une autre de ses frappes raser le montant à la 68e minute. Au 74e, 75e et 76e, il aura encore l'occasion d'alourdir le score, mais à chaque fois, Luque Badio se montrera très maladroit. Surtout qu'entre-temps, Marceau, le Chalonnais, avait frappé la barre, rappelant que le danger pouvait exister. Heureusement, les joueurs de Jean-Louis Montero vont bien gérer cette fin de match. Ils ajoutent même un second but par Morgan Moison à la 89e minute alors que Chalon jouait à 10 suite à leur gardien expulsé. La Rivière de Corps peut alors exulter. Les Ribocortins sont qualifiés pour le prochain tour. On a fait un gros match. On savait que jouer au stade de l'Aube, c'était un bonus, un grand terrain. On a pu vraiment développer notre jeu et la qualification est totalement méritée. C'est le sport, sur un match on sait que tout est possible. Le football c'est un des seuls sports où on sait que tout est possible. Et puis ils ont fait vraiment un très très bon match et puis je pense que dans l'ensemble c'est quand même mérité. Même si on a encore manqué un peu de maîtrise parfois, mais d'habitude on joue beaucoup mieux que ça. Mais bon, ils ont vraiment fait un match très sérieux. La Rivière de Corps rejoint donc le RCSC qualifié lui aussi pour ce 7e tour en compagnie de l'Estac qui entrera en lice à ce niveau de la compétition. Gros morceau pour ce tour de Coupe de France. Rosières Saint-Julien, installé en N3, accueillait samedi Épinal, dernière de sa poule en National 1. Évidemment, les Spinelliennes n'avaient pas déplacé leur équipe type, mais la formation proposée était quand même de très bonne facture. Problème, elle n'a pas tenu très longtemps face à des Senseo Coyotes survoltés. Emmenés par leur gardienne Croissant en très grande forme,
Les filles de Cathy Mayayo sortent elles aussi le grand jeu grâce au bras de Wendy Hill, Fournier ou Descaves. La différence est telle que l'écart grimpe jusqu'à plus 10. Le coach spinalien tentera bien d'enrayer l'efficacité offensive en tentant une défense presse à 10 minutes de la fin, ce qui contrariera un instant les Senseo Coyotes, mais une nouvelle fois, grâce à Croissant, Rosières-Saint-Julien se qualifie 32-27, deuxième gros poisson de sortie après Gagny au tour précédent. Aller au troisième tour, c'est quand même une sacrée récompense. On a eu très peur, on avait eu quelques infos quand même sur les filles d'Épinal. On savait que c'était des filles qui manœuvraient le ballon et qui couraient vite, qui avaient une jolie montée de balle et puis un repli défensif assez impressionnant. Par contre, j'avais eu des échos sur les gardiennes qui étaient assez faciles à trouer, entre guillemets. On a été, je pense, d'entrée de jeu, on a été prêtes. On les a pris vite à la gorge. Le preuve en est, c'est qu'on mène tout de suite. On est devant et puis derrière, elles sont en plein doute et elles ne réussissent pas. En accueillant Strasbourg-Ilkirch-Grafenstaden, la SIG, dans sa salle, Sainte-Savine voulait poursuivre sa série d'invincibilité à domicile. Pas difficile, vu que les adversaires prennent rapidement le bouillon dans ses premières minutes de jeu. 14-1, puis 17-5 à la 8e minute, le moment choisi par l'intérieur slovaque, Shabadova, pour faire sa troisième faute. Je me faisais pas trop de soucis, ça fait plusieurs matchs où elle prend des fautes rapidement et quand Philo est là et qu'on a Philomène est là et on a cette rotation là, c'est important. Sauf que quand on est à l'extérieur, on n'a pas cette rotation, donc ça va être compliqué. Donc il faut absolument que Monica fasse de gros efforts sur l'aspect défensif. Outre Philomène puissant, le SSB s'appuie aussi beaucoup sur Maud Le Soudard, véritable roc dans la raquette adverse. Et dans le deuxième quart-temps, la SIG est torpillée, 38-18, 20 points de retard à la mi-temps. Je demande aux filles de faire un gros travail sur l'échauffement, la préparation pour que la première mi-temps soit vraiment du meilleur facto possible, vraiment du meilleur niveau possible. Donc je pense que ça fait 2 matchs où on est vraiment très performant dans la première mi-temps, surtout les premiers quart-temps. L'écart monte jusqu'à plus 31, 61-30. La rencontre est terminée. Le SSB gère en faisant tourner son effectif et donc peut se reposer sur Shabadova de retour sur le parquet qui inscrira d'ailleurs 13 points dans cette deuxième mi-temps. 76-50, Sainte-Savine confirme son bon début de saison. La semaine dernière contre Villeneuve d'Ascq, on avait des points d'avance pareil à la mi-temps et la deuxième mi-temps ça a été catastrophique. Les gens se sont ennuyés, nous on s'est ennuyés sur le terrain. Donc on s'est dit il faut mettre les bouchées doubles pour que le match soit constant. Invaincus à domicile, les Saviniennes se maintiennent dans le haut du classement. Match. Vous connaissez les sanctions et amusez-vous bien et bon match. Donc voilà. La semaine de l'arbitrage s'est donc terminée ce week-end et elle aura concerné 4 sports avec le football, le rugby, le basket et donc le handball. L'occasion pour certains jeunes arbitres de démontrer une petite expérience et donc d'encourager les apprentis dans cette voie. En football, l'expérience se terminait samedi après-midi avec 2 sites de proposés, Foissy et Saint-Par au Tertre. Chaque équipe participant à ce grand tournoi devait fournir au moins un candidat à l'arbitrage. Et celui-ci était secondé par un officiel beaucoup plus chevronné. L'occasion donc pour les footeux de jouer un peu du sifflet. C'est un mini tournoi sans engagement, sans enjeu, où ça nous permet justement d'essayer que des jeunes viennent découvrir l'arbitrage. Et nous, ça nous permet aussi de mettre le pied à l'étrier des jeunes arbitres qui ont été reçus au mois de mai à l'examen d'arbitre.